Ces chiffres sont incroyables, mais authentiques. Des milliers de chars disparus, des centaines d'avions détruits, presque 1 million de soldats russes morts, blessés ou disparus. Ce n'est plus une guerre, c'est un effondrement. Et l'homme responsable de tout cela, Vladimir Poutine. Ce qui a débuté comme une campagne militaire est devenu un hachoir à viande, brisant non seulement l'équipement, mais aussi le mythe de la puissance russe. La Russie manque de troupes, manque d'armes et manque de temps. Décortiquons les chiffres qui prouvent, sans l'ombre d'un doute, que la Russie est finie. Le 29 avril, le Kiev Independent a publié un rapport approfondi sur l'ampleur des pertes en main-d'œuvre de la Russie depuis que Poutine a lancé son invasion à grande échelle en février 2022. Ces pertes sont massives. En un peu plus de 3 ans de guerre, la Russie a perdu un stupéfiant 950 860 soldats à cause de la mort, des blessures ou de la capture. Cela représente environ 317 000 soldats par an dans une guerre. C'est un broyeur de viande macabre depuis la fin de l'invasion éclair initiale. Pour la Russie, c'est encore pire. En plus de ces pertes de troupes ridicules, les plus importantes depuis la Seconde Guerre mondiale, l'invasion chancelante de Poutine a sérieusement entamé les stocks d'équipement du pays. Un stupéfiant total de 10 728 chars gisent maintenant en ruine sur le champ de bataille. La plupart de ces chars sont d'anciens véhicules soviétiques. Avant la guerre, la Russie possédait environ 3300 chars opérationnels. Presque tous ont disparu. Les 7000 supplémentaires perdus depuis étaient de vieux modèles mis au rebut pendant des décennies. La Russie a épuisé ses ressources, au point qu'il ne lui reste que des résidus, et la situation est identique partout. Plus de 22 300 véhicules blindés russes ont été réduits en poussière en Ukraine. Poutine a réussi à perdre 46 432 autres véhicules et réservoirs de carburant, en plus de plus de 27 000 de ces systèmes d'artillerie et de 1373 des systèmes de roquettes à lancement multiples de la Russie. L'Ukraine a éliminé 1146 des systèmes de défense aérienne de la Russie, créant des voies libres à travers la Russie pour ses drones et autres actifs aériens, dans le processus. Et a décimé 370 avions de guerre russes et 335 des hélicoptères de Poutine depuis février 2022. La flotte de la mer Noire, autrefois clé de la stratégie de Poutine dans le sud et l'est de l'Ukraine, est en ruine. La flotte a perdu 28 navires et un sous-marin. Elle ne peut plus se réapprovisionner avec d'autres actifs navals. Peu après l'invasion de Poutine, la Turquie a instauré une loi internationale interdisant aux navires de guerre de toute nation de naviguer en mer Noire. La Turquie est la gardienne de cette étendue d'eau. Elle contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles, qui relient la mer Noire aux mers Égéenne et Méditerranée. La Turquie a interdit l'accès des détroits aux navires de guerre russes, entraînant l'effondrement de la flotte de la mer Noire. Même sur le front des drones, la Russie a du mal. Poutine a compté sur les véhicules aériens sans pilote pour soutenir ses campagnes de missiles et de bombardements effrénés en Ukraine. Le résultat est que 34 177 drones ont été décimés par l'Ukraine, démontrant ainsi que, même lorsque la Russie innove et change ses tactiques, elle subit toujours des pertes massives. Ne sous-estimez pas l'impact de ces pertes sur les efforts de Poutine en Ukraine. Chaque soldat ou équipement perdu affaiblit l'armée russe, et avec cet affaiblissement vient une capacité réduite à mener les assauts terrestres, sur lesquels Poutine a compté depuis son invasion, développée en une guerre d'attrition. Les forces russes affaiblies ne peuvent pas attaquer aussi fortement. Ils sont aussi plus simples à éliminer pour l'Ukraine, expliquant en partie les chiffres élevés actuels. Si vous avez besoin d'être convaincu de ces faits, nous n'avons besoin que de regarder 2 choses. Combien la Russie a sacrifié pour gagner le territoire qu'elle a volé à l'Ukraine en 2024 ? Cela a eu un impact sur les efforts instables de Poutine pour conquérir plus de territoire jusqu'à présent. En 2025, le 5 mai, la British Broadcasting Corporation a publié un rapport intéressant. Il affirmait que 45 287 Russes ont été tués en 2024. Ces chiffres sont bas par rapport à ceux partagés par le Kiev Independent quelques jours auparavant, et ce, pour une bonne raison. La British Broadcasting Corporation utilise des chiffres de tués confirmés, tandis que le Kiev Independent partage des chiffres basés sur les propres rapports de l'Ukraine sur les pertes russes. Selon l'Ukraine, le nombre réel était plus proche de 430 000 pertes russes. Cependant, en 2024, le nombre de tués parmi les 430 000 n'est pas précisé par rapport aux capturés ou blessés. Même la British Broadcasting Corporation reconnaît cette disparité, estimant que ces chiffres ne couvrent que 45 à 65% des pertes russes réelles en Ukraine. Quoi qu'il en soit,
Ces chiffres révèlent quelque chose d'intéressant sur les taux de capture du territoire ukrainien par la Russie et les pertes qu'elle subit pour prendre des terres. Selon la British Broadcasting Corporation, au moins 27 soldats russes sont morts au combat, d'après des estimations prudentes. Pour chaque kilomètre carré de l'Ukraine, elle a réussi à prendre en 2024. Cela équivaut à 27 décès par 0,38 miles carrés. Ces pertes comprenaient plus de 3400 des troupes aéroportées de la Russie, ainsi que 1400 Marines et 600 de ses soldats des forces spéciales et 132 de ses agents du service fédéral de sécurité. Une perte significative de spécialistes pour un petit territoire. À ajouter les chiffres de l'Ukraine pour 2024 à ses gains territoriaux, et ils deviennent encore pire lecture pour Poutine. Les rapports de l'Ukraine, de 430 000 pertes, divisé par les chiffres de décès de la British Broadcasting Corporation de 45 287, nous donne 9,49. Multipliez cela par les 27 décès, rapporte la British Broadcasting Corporation, par 0,38 miles carrés gagnés par la Russie en 2024, et vous obtenez environ 256 Russes perdus à cause de la mort, des blessures ou de la capture pour chaque 0,38 miles carrés que Poutine a réussi à saisir en Ukraine en 2024. Encore une fois, les chiffres ne mentent pas. Poutine a épuisé d'énormes parties de la main-d'œuvre de son armée, ainsi que beaucoup de ses soldats les plus expérimentés et talentueux, pour contrôler environ 20% de l'Ukraine. Fin 2024, c'est simplement intenable. Nous y reviendrons bientôt. Cet affaiblissement massif de l'armée russe en termes d'effectifs a eu des répercussions évidentes sur la campagne de Poutine. 2025 a été une terrible année pour la Russie jusqu'à présent sur le front des gains territoriaux. En avril, Al Jazeera a partagé 2 rapports. L'un créé par l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre, et l'autre par le ministère de la Défense du Royaume-Uni, ou ministère de la Défense. Les deux montrent que les gains territoriaux de la Russie ont nettement ralenti. En 2025, les chiffres de l'Institut pour l'étude de la guerre sont un peu plus encourageants pour Poutine. Il indique que la Russie a réussi à s'emparer de 165 miles de l'Ukraine en janvier, ce chiffre tombant à 137 miles carrés en février, avant de presque toucher le fond à 78 miles carrés en mars. En d'autres termes, la Russie a vu ses gains territoriaux réduits de plus de moitié au cours des 3 premiers mois de 2025. Les chiffres du ministère de la Défense britannique sont encore plus accablants. Ils affirment que la Russie n'a saisi que 126 miles de l'Ukraine en janvier, suivi de 76 en février. Ce qui est déjà inférieur aux chiffres de l'Institut pour l'étude de la guerre pour mars, et seulement 55 miles carrés en mars. Avril n'était pas beaucoup mieux. Selon Euromaidan Press, il est dit que la Russie a capturé 68 miles carrés de l'Ukraine ce mois-là, la plaçant exactement entre les chiffres de l'Institut pour l'étude de la guerre et du ministère de la Défense pour mars. Autrement dit, aucune amélioration n'a été constatée, mais les pertes restent considérables. Nous constatons ici que la transition de l'hiver au printemps n'a guère influencé les forces de Poutine, là où elles devraient intensifier leurs offensives. Ils s'affaiblissent, en réalité, au point où ils revendiquent moins de territoire par mois maintenant qu'à presque n'importe quel moment pendant l'invasion. Cela s'explique par les énormes pertes russes évoquées précédemment, ce qui est tout à fait logique. Avec plus de 950 000 soldats russes perdus, y compris d'énormes pans de vétérans du pays et de spécialistes militaires. En 2025, les attaques russes sont si faibles que Poutine ne peut que jeter des soldats sur les défenses ukrainiennes en espérant une percée. Ces soldats sont bien plus faibles que ceux que Poutine avait en 2022. Ces soldats, souvent des conscrits et des troupes sous contrat peu formées, ne veulent pas être en Ukraine. La détérioration de l'équipement militaire russe, combinée à l'épuisement quotidien de l'armée par Poutine, condamne la force de combat du pays. Tout cela se résume à une chose, le reste de 2025 sera également terrible pour la Russie. Pourquoi ? Eh bien, nous avons encore plus de chiffres. Le 3 mai, Euromaidan Press a publié le taux de perte russe pour les 4 premiers mois de 2025. C'est énorme, encore plus grand que ce que nous avons vu en 2024. Selon la source, en un an, la Russie a perdu 160 000 soldats tués, blessés ou capturés. Multipliez ce nombre pour le premier tiers de 2025 par 3, et vous obtenez un taux de perte potentiel de 480 000, ce qui représente 50 000 soldats perdus de plus qu'en 2024. Une fois de plus, nous constatons la décimation de l'armée russe. La stratégie d'attrition de Poutine devait épuiser les effectifs ukrainiens, pas les siens. Continuons avec les maths. En utilisant les estimations plus prudentes de l'Institut pour l'étude de la guerre sur les gains territoriaux pour le premier trimestre 2025, nous obtenons 380 miles carrés. En ajoutant les 68 miles carrés d'Euromaidan pour avril, le total est de 448 miles carrés. À un coût de 160 000 soldats,
Cela revient à 357 soldats, perdus par mile carré de territoire gagné, ce qui est même supérieur au nombre de soldats perdus par mile. Selon la British Broadcasting Corporation, si ces chiffres sont extrapolés pour le reste de 2025, la Russie n'aura saisi qu'environ 1140 miles carrés de l'Ukraine en retour de ses plus grandes pertes annuelles. Pourtant pour la guerre, cela n'est tout simplement pas durable. Selon le site officiel de l'Ukraine, l'objectif de Poutine est de 233 030 miles carrés. La Russie avait saisi environ 20% du territoire de l'Ukraine à la fin de 2024, ce qui signifie qu'environ 46 606 miles carrés de l'Ukraine sont sous occupation russe. Cela laisse 186 424 miles à parcourir à partir du début de 2025. Si la Russie est sur la voie pour conquérir 1140 miles carrés d'ici 2025, cela signifie qu'il faudra encore 163 ans aux forces russes pour occuper entièrement l'Ukraine à leur rythme actuel d'avancement. Ces chiffres comportent des réserves. Si la Russie prend Kiev, le reste de l'Ukraine tombera probablement. Poutine pourrait intensifier les attaques de la Russie plus tard dans l'année, comme pendant les premiers mois de 2024. Cela pourrait mener à plus de gains territoriaux, mais au prix de pertes accrues en hommes et en matériel. Même ainsi, après un siècle de guerre, pour une prétendue opération militaire spéciale qui était censée durer quelques jours, la Russie est absolument finie, même si elle gagne en Ukraine. L'ampleur de ses pertes sur cette période serait telle que le pays deviendrait une coquille vide de ce qu'il était auparavant. Il en serait de même pour l'Ukraine, bien sûr. Mais la faiblesse de la Russie due à l'approche terrible de Poutine dans cette guerre la rendrait peu influente géopolitiquement. Si le pays ne s'effondrait pas, il serait une proie facile à manipuler pour des pays comme la Chine. En plus de ne représenter aucune menace particulière en tant qu'ennemi pour les États-Unis. Une fois la guerre en Ukraine terminée, la situation pour la Russie pourrait ne pas être aussi mauvaise qu'elle n'y paraît. Peut-être que Poutine va soudainement se transformer en une sorte de génie tactique et trouver un moyen de recommencer à faire des gains tout en perdant moins de soldats. Dans ce cas, il doit agir vite. Les pertes quotidiennes russes restent effrayantes, montrant que malgré tout, Poutine n'a pas de plan B. Un motif inquiétant pour la Russie émerge depuis le 27 avril. Ce jour-là, le pays a perdu 1030 soldats et 8 chars face à la défense résolue de l'Ukraine. Cette période de 24 heures a également vu 42 des systèmes d'artillerie de la Russie partir en fumée. Ces chiffres quotidiens sont mauvais et sur le point d'empirer. Le 3 mai, les pertes de troupes russes ont atteint 1170 en une journée. Le pays a aussi perdu 6 systèmes d'artillerie supplémentaires depuis le 26 avril. Cependant, Poutine avait une raison de sourire. Il n'a perdu que 4 chars le 2e mai, plutôt que 8, passons au jour suivant. Et les chiffres ne cessent de s'aggraver. Un stupéfiant 1340 soldats morts ou blessés. 11 chars et 2 avions de guerre abattus au-dessus de la mer Noire par des drones armés de missiles américains, AIM-9M. Peut-être commencez-vous à comprendre pourquoi les pertes totales de la Russie sont aussi massives qu'elles le sont. Vous pourriez également commencer à voir un schéma. Les pertes quotidiennes de la Russie couvrant la fin d'avril et le début de mai augmentent. Alors que les forces de Poutine revendiquent de moins en moins de territoire malgré ces pertes, cela ne fait qu'alimenter le feu de la catastrophe russe. De plus, ces pertes quotidiennes révèlent que Poutine est à court d'idées et qu'il ne peut endiguer la marée. Des milliers d'autres Russes mourront avant fin 2025. Cependant, il reste un espoir pour la Russie. Elle a finalement réussi à chasser les forces ukrainiennes de Koursk. En août 2024, l'Ukraine a lancé une audacieuse contre-invasion à Koursk qui a vu ses forces prendre une quantité substantielle de territoire russe. Le mouvement était massif. En détenant une partie de Koursk, l'Ukraine s'est donné un levier pour les futures négociations de paix. Cela a aussi donné une leçon et une humiliation à Poutine, montrant que ses forces n'étaient plus en sécurité sur leur territoire. Avance rapide au 27 avril, et la Russie prétendait avoir finalement éliminé l'Ukraine de Koursk. Un haut commandant a annoncé que cette date marquait la reprise du dernier village ukrainien occupé. Poutine a vanté l'héroïsme de ses soldats et des troupes nord-coréennes engagées par la Russie pour reprendre Koursk. Au fait, le fait que la Russie ait dû utiliser des troupes nord-coréennes est un autre signe que le pays a un problème de main-d'œuvre. Malgré cela, la Russie a célébré une grande victoire, bien que l'Ukraine juge ces célébrations prématurées. Selon Reuters, la reprise de Koursk lève un obstacle majeur à la négociation d'un cessez-le-feu pour la Russie. L'Ukraine a perdu son levier, même si elle continue de se battre à Koursk, on ne peut nier que la Russie a repris la plupart de l'oblast. Si l'Ukraine et la Russie négocient maintenant, l'Ukraine ne peut plus échanger Koursk contre d'autres territoires. Quel est le rapport avec la fin de la Russie ? Tout revient à la question des pertes. Poutine a sacrifié de nombreux soldats russes pour reprendre Koursk.
Le jour où la Russie a déclaré sa victoire, l'Ukraine a révélé que 62 400 soldats ont été abattus à Koursk depuis que Poutine a commencé ses efforts pour reprendre l'oblast fin 2024. De ces pertes, 25 200 étaient irréversibles, ce qui signifie que ces personnes sont mortes. Les 36 200 autres soldats ont été blessés. En ajoutant les 983 troupes capturées par l'Ukraine, on obtient un taux de perte élevé pour une petite portion de territoire russe. L'Ukraine a déclaré que la majorité des victimes étaient russes. Seuls 4 500 des quelques 10 000 Nord-Coréens combattant à Koursk ont été tués ou blessés, ce qui signifie qu'environ 58 000 des morts ou blessés venaient de Russie. Le point culminant. Poutine a affecté 50 000 soldats à la contre-offensive de Koursk. Non seulement il a perdu tous ses soldats, mais il a réussi à en brûler plus de 12 000 avant de pouvoir reprendre l'oblast. Pour la Russie, Koursk est une victoire vide de sens. Poutine planifiait une offensive depuis Koursk contre l'oblast de Soumy en Ukraine. La Russie poursuit cette tentative offensive. Mais comme vous l'avez vu avec les terribles chiffres des gains territoriaux partagés plus tôt, cela ne va pas très loin. C'est insuffisant. Poutine misait sur les forces restantes de Koursk pour poursuivre les combats à Soumy. Il ne reste quasiment rien. La Russie est confrontée à un manque de main-d'œuvre sur tous les fronts de la guerre, ce qui la condamne. C'est son plus gros problème. Poutine compte désormais davantage sur des mercenaires étrangers pour résoudre les problèmes rencontrés lors de son invasion. The Guardian rapporte que Moscou fait activement de la publicité pour ses mercenaires dans des pays comme la Chine, où elle utilise les réseaux sociaux pour offrir des primes à l'embauche, allant jusqu'à environ 27 875 $, ainsi que des salaires mensuels d'environ 2 500 $. La Russie dit qu'elle veut des hommes durs dans ses annonces. Cela signifie que Poutine est prêt à payer cher pour avoir des corps étrangers à envoyer au massacre. Poutine se tourne vers les criminels en raison d'un manque de Russes, prêts à se battre pour lui. De nouvelles lois, introduites en 2024, permettent aux Russes, faisant face à des poursuites pénales, d'échanger leurs peines possibles contre un service dans l'armée. Le Moscow Times suggère que la mesure fournira environ 25 000 soldats, ce qui, selon les chiffres actuels, devrait durer à la Russie environ 3/4 de mois. Et Poutine doit prendre ces mesures drastiques. La raison ? Le recrutement à l'intérieur de la Russie n'était nulle part ce qu'il doit être si son armée doit soutenir ces pertes massives. La gravité du recrutement dépend de la source. La nouvelle voix de l'Ukraine dit que la Russie embauche entre 8 000 et 9 000 soldats contractuels par mois. Cela représente 130 000 par an, ce qui était moins d'un tiers des pertes prévues du pays pour 2025. Euromaidan Press présente une image légèrement meilleure pour la Russie, en déclarant qu'elle fait passer environ 30 000 nouvelles troupes par mois. Cette disparité pourrait s'expliquer par le fait que la Russie force les conscrits à se battre. Mais même avec ces chiffres plus élevés, cela ne représente que 360 000 pour l'année. C'est 120 000 de moins que ce que la Russie va perdre si elle continue sur la voie actuelle. Quoi qu'il en soit, l'image est mauvaise. La Russie embauche autant de mercenaires qu'elle peut trouver tout en introduisant des criminels dans son armée. Même avec ces mesures désespérées, elle n'arrive pas à recruter suffisamment de soldats pour compenser les pertes toujours croissantes qu'elle subit en Ukraine. Les statistiques sont claires. La Russie est à court de main-d'œuvre sur le front, en plus des pertes massives d'équipements déjà évoquées au début de la vidéo. Et il n'y a qu'une seule conclusion gagner ou perdre. En Ukraine, Poutine a condamné son armée à une crise dont elle pourrait mettre des décennies à se remettre. Que pensez-vous des lourdes pertes subies par la Russie pendant la guerre ? Combien de temps Poutine pourra-t-il maintenir cette approche avant de devoir la reconsidérer ? Le leader de la Russie est-il même capable de proposer un plan B ? Partagez vos avis en commentaire et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur les difficultés de l'armée russe et les succès impressionnants de l'Ukraine face aux forces de Poutine.